La majorité de ceux qui s'entraînent aujourd'hui vont abandonner dans les mois à venir et c'est un fait, c'est comme ça. Ça fait 12 ans que je pratique ce sport, donc je peux vous dire que pendant toutes ces années, j'en ai vu des gens commencer la calisthénie, puis arrêter dans les années, voire les mois qui suivent. Bien sûr qu'au début, quand on commence ce sport, on se doit en faire toute sa vie. Puis quelques mois après, on commence un petit peu à stagner, puis peut-être à se blesser, puis ça nous gave un petit peu, donc on finit par arrêter. Donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais vous révéler comment pratiquer ce sport le plus longtemps possible sans pour autant s'entraîner plus ou dédier votre vie à ça. Mais plutôt comment la calisthénie peut vous accompagner dans la vie. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 45 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et à te réconcilier avec l'entraînement, écoute, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous, en description de cet épisode. Alors je vous fais le petit sommaire très rapide en quelques secondes. Premièrement, on va voir justement pourquoi 90% des pratiquants vont abandonner ce sport dans les prochains mois. Dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois, dans les 9 prochains mois. Deuxième chose, on va voir comment justement continuer ce sport pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. Et pour terminer, quoique c'est pas pour terminer, on va dire juste avant de terminer, je vais vous parler un petit peu justement de ma vie à Bali en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie en ce moment, voilà. Et pour terminer, justement, j'aurai une petite chose à vous dire. Ok, donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Voilà. Pourquoi 90% des pratiquants, voire plus que ça, vont abandonner ce sport dans les prochains mois, dans les 6 prochains mois par exemple? C'est vraiment une question que je me pose parce que quand on commence la calisthénie, et j'ai commencé comme vous, moi c'était en 2013, certains, peut-être que vous avez commencé en 2020, d'autres en 2025 cette année. Et au début, quand on commence ce sport, on est comme des oufs. Je pense que vous savez, on est comme des oufs, on se dit ok, j'ai trouvé mon sport, c'est la calisthénie, c'est le street workout, je vais en faire toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut toujours débloquer des figures, ça n'en finit jamais, ça doit être un truc de ouf. Et pourtant, je peux vous dire que ça fait 12 ans que je pratique ce sport, il y a énormément de pratiquants avec qui je me suis entraîné. C'est pas genre oui sur les réseaux, non, avec qui je me suis entraîné, la majorité ont arrêté. Voilà, il y en a peut-être 2 ou 3 qui continuent. Comment ça se fait que des centaines et des centaines de pratiquants ont complètement abandonné ce sport? Déjà d'une, je trouve le problème en fait qu'il y a dans notre sport. Alors déjà ça peut être un problème comme ça peut être une solution. C'est que c'est un sport un petit peu solo. Comme vous savez, on peut s'entraîner depuis chez nous, depuis notre salon, depuis notre jardin, tout seul en salle de sport, tout seul au parc de street workout. Et en fait, c'est peut-être ça aussi le problème. C'est que c'est trop facile d'abandonner. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas d'engagement avec un club, une association sportive, comme on peut voir dans les autres sports. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'inscription à de compétition non plus. Donc forcément, on a plus de chances d'arrêter parce qu'il n'y a rien qui nous retient. Et moi, c'est ce que je peux voir justement sur les personnes qui ont commencé en 2025 et qui ont déjà terminé, qui ont déjà arrêté, alors que l'année n'est pas terminée. C'est parce qu'il n'y avait pas forcément d'engagement. C'est pour ça que des fois, tu t'entraînes juste quelques semaines, quelques mois, et puis après, tu abandonnes la calisthénie, puis tu vas faire autre chose. Voilà. Alors que quand tu commences un autre sport, la gymnastique, le badminton, l'athlétisme, le foot, tu prends une licence, tu vois, dans un club. Donc, il y a une part d'engagement. Ah, je sais que je vais faire ce sport-là pendant une saison entière au minimum. En calisthénie, on n'a pas ce truc-là. C'est pour ça que le taux d'abandon, il est insane en fait. Un peu comme la course à pied. Un peu aussi comme la musculation. Alors que, on pourrait dire que la musculation, tu t'engages quand même envers une salle. Mais bon, on sait très bien que les salles de sport font tout leur chiffre d'affaires sur les gens qui ne viennent pas. C'est pour ça que c'est aussi peu cher, j'ai envie de dire. Des salles de sport à 30 balles. Comment veux-tu qu'elles payent tous ses frais si tout le monde vient? Enfin, je veux dire, si... vous m'avez compris. De toute façon, si tout le monde vient, ça fait trop de monde dans la salle et ils peuvent même pas accueillir tout le monde. Voilà. Donc les salles de sport font leur chiffre d'affaires
sur les gens qui ne viennent pas. Ça, c'est à savoir, les mecs. Hein. et du coup, en calisthénie, on n'a pas ce truc-là. On ne s'engage pas. Alors, ça commence, j'ai envie de dire, il commence à avoir un petit peu plus de clubs, un petit peu plus de coachs, un petit peu plus de compétition. Donc, on a quand même des moyens de s'engager un petit peu plus sur du long terme. Mais c'est encore pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est encore pas grand-chose. Voilà. Alors que tu commences l'athlétisme, tu te dis pas, ouais, j'en fais 2 semaines. Non, tu t'abandonnes pas comme ça. Pourquoi ? Parce que tu t'inscris à un club, t'as un coach, t'as une équipe, et potentiellement t'as une compétition à la fin de l'année, ou au milieu d'année. Donc tu vas pas abandonner comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque dans notre sport en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous encourage à faire des compétitions, à potentiellement aussi vous faire accompagner par un coach, à rejoindre une association, à faire tout ça. Ok ? Je bois juste un petit coup parce que j'ai pas bu après l'intro. Normalement, je bois toujours après l'intro. La deuxième chose, c'est... On peut l'avoir dans tous les sports, mais là, vu qu'on est solo, c'est un petit peu compliqué. C'est la stagnation. Surtout dans un sport qui est, entre guillemets, jeune comme le nôtre, qui ressemble peut-être plus à la gymnastique, plus à la musculation poids de corps qu'à d'autres sports. Mais en fin de compte, vu que c'est pas encadré, vu qu'on n'a pas déjà aussi beaucoup de connaissances dans ce sport-là, une stagnation peut arriver très vite. Alors au début, oui, je sais, quand on commence, tu peux faire tout et n'importe quoi, tu progresses. C'est ça qui est cool. En fait, c'est pour ça que les gens n'abandonnent pas au bout de 2 séances. Parce qu'au début, tu peux te voir progresser énormément. C'est ça qui est plutôt cool. Par contre, un jour, vient la stagnation. Et si vraiment tu n'as aucune connaissance, tu comprends pas pourquoi en fait. Tu te dis, c'est pas fait pour moi. Ah, mais je suis trop grand. Ah, mais je suis trop vieux. Ah, mais je suis trop jeune. Ah, mais j'ai pas assez de muscles. Il faudrait peut-être que j'aille en salle de muscu pour avoir plus de muscles. Et après, peut-être que je serai plus fort. Voilà. En fait, c'est que des croyances comme ça. Non, c'est faux. Juste, tu ne sais pas t'entraîner. Et c'est ok. Non, mais oui, c'est ok. Pourquoi ? Parce que t'es pas encadré, comme on l'a dit dans le point précédent. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas forcément de coach. Et au final, tu t'entraînes un petit peu au feeling. Ou alors tu vois quelques tutos sur internet et tu fais la même chose. Ah putain, ça marche pas pour toi. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Pourquoi dans les autres sports, il y a des coachs et des clubs alors qu'on pourrait juste faire des tutos et on n'aurait pas besoin de coach et de club ? Voilà. Ça, c'est la petite balle perdue à toutes les personnes qui disent que les coachs en calisthénie, ça sert à rien parce qu'il y a tout sur internet. Oui, il y a tout sur internet de base en fait. T'as même plus besoin d'aller à l'école. T'as plus besoin de... Tu peux créer ton métier. Vu qu'il y a tout sur internet, tu peux tout apprendre. J'avoue, tu peux tout apprendre. Ça sert à rien de prendre des coachs, ça sert à rien de prendre des profs. Ça sert à rien que tu ailles à l'école, ça sert à rien que tu fasses des études sup. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout sur internet. Et tu fais tes examens en candidat libre si besoin. Voilà. Donc voilà, on a cette grosse problématique quand même de stagnation que je pense qu'on a moins dans les autres sports. Pourquoi ? Parce que c'est plus encadré, il y a plus de connaissances, il y a certains patterns à suivre pour progresser. Que nous on n'a pas. Que nous on a moins. Voilà. Le troisième point, ça vous est peut-être déjà arrivé. Alors soit vous avez arrêté directement la calisthénie, mais du coup vous ne serez pas en train d'écouter ce podcast. Donc à mon avis, ça vous est peut-être arrivé et vous êtes encore là. Et félicitations, parce que c'est la blessure. Aïe aïe, la blessure. Alors blessure qu'elle soit grave ou minime, des fois ça peut être juste des douleurs qui sont insupportables et du coup on coupe l'entraînement pendant 1 semaine, 2 semaines et puis après en fait on abandonne parce que non en fait j'ai trop mal, ça m'a blessé, la calisthénie c'est de la merde. Alors là pareil, on revient sur ce qu'on disait au début parce que c'est pas encadré, déjà d'une, voilà, et aussi parce que vu que t'es un génie et qu'il y a tout sur internet et que t'as pas besoin d'être encadré, t'as pas besoin de te créer une bonne programmation, etc. pour que t'aies juste à suivre des tutos sur YouTube, et ouais, potentiellement tu peux te blesser également. Donc ça c'est quand même un point, c'est vraiment notre bête noire, j'ai l'impression, en calisthénie. Vu qu'on n'a pas tout l'encadrement autour, je trouve que la blessure peut vite arriver. Voilà. Ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. J'ai envie de dire, ça fait partie aussi du sport en général. C'est-à-dire qu'un sportif qui ne se blesse jamais, peut-être qu'il ne s'entraîne pas beaucoup au final. Vous voyez ? C'est juste une conséquence d'un travail. Tout simplement. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a un moment, un coureur
quand il court, bah il y a un moment il se foule la cheville, il se fait une entorse. Alors, c'est pas forcément grave. Je dis pas qu'il faut absolument se blesser et de se péter un biceps ou un coude en fait pour aller loin dans ce sport. C'est pas du tout ça que je dis. Mais je veux dire que la blessure fait partie. Ok. Après voilà, on veut essayer de l'éviter un maximum. Donc tu peux te faire mal une fois, hop, bon bah une semaine d'arrêt, puis une semaine de renforcement, et puis voilà, c'est pas grand chose, comme toutes les petites blessures qu'on peut avoir au quotidien, comme tu te foules la cheville par exemple, bon bah une semaine, c'est bon, c'est passé. Nous aussi on peut avoir ça avec les épaules, avec le dos, des petites douleurs qui viennent de temps en temps, c'est pas grave. Par contre, quand tu commences justement à avoir des blessures et des douleurs chroniques, c'est là où il faut vraiment faire quelque chose, mais c'est là justement où tu peux vite abandonner ce sport. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toi, tu voulais faire des front levers, des planches, peut-être de l'agilité, des 360, des drapeaux humains, des handstand push-ups, des muscle-ups. Et au final, là, avec ta blessure, tu peux juste faire des tractions australiennes et des pompes. Bon, bah oui, tu peux vite perdre le goût à ce sport. Ce que je comprends tout à fait. Voilà, je suis passé par là, j'ai déjà fait des pauses, moi. Et le quatrième point, qui est pour moi quand même assez crucial pour pas mal de gens, c'est la solitude. C'est-à-dire que c'est un sport quand même très solitaire, très individuel, que moi j'adore. Moi j'ai besoin d'un sport comme ça. C'est pour ça que moi la calisthénie, j'en fais potentiellement, j'en ferai toute ma vie, parce que j'aime le fait que je suis tout seul et personne ne m'emmerde. Très clairement, je peux m'entraîner chez moi et personne ne me fait chier. Bon, quand je commence à aller en salle de muscu parce que je sais pas où aller, parce que je peux pas m'entraîner chez moi ou je peux pas m'entraîner ailleurs, bon là par contre j'ai vite envie d'arrêter ce sport. Et oui, la solitude, ça peut être une solution, comme moi je trouve que c'est une solution, mais ça peut être un problème pour certains. Ah ouais, Matt, ça fait 6 mois, 9 mois, 1 an que je m'entraîne tout seul. J'ai l'impression de partager ça avec personne. Surtout, ouais, si votre entourage comprend même pas ce que vous faites, si vos potes ne font pas ça, ouais, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est à vous aussi d'aller dans des lieux où les gens s'entraînent comme vous. Voilà, il y a encore aujourd'hui, là je lis un message sur Instagram et le mec me dit bah voilà, j'ai commencé à faire ça, j'ai vu des gens faire ça à la salle de musculation, j'ai commencé, puis au final ces gens là sont devenus mes amis. Donc tu vois, tu t'entraînes là où il y a des gens qui s'entraînent et au final tu peux te créer un entourage qui fait ce sport là. Comme moi c'est arrivé, même si on va dire que mes meilleurs amis ne font pas ce sport. Je veux dire que j'ai quand même créé des liens avec beaucoup de monde. Donc voilà, avec des potes quoi. Des potes, comme j'appelle, des potes de street. Des potes de calisthénie quoi. Et on en revient du coup au premier point qui fait que justement il n'y a pas forcément beaucoup d'associations sportives, d'associations de calisthénie, pas beaucoup de clubs, pas d'équipe, pas beaucoup de coachs. Donc forcément tu te sens vite seul. Tu te sens vite seul. Et moi j'ai l'impression, je le vois un peu avec mes élèves. Sur certains de mes élèves, je sentais qu'ils avaient besoin de ça. De quelqu'un qui est là, de quelqu'un qui est présent, de quelqu'un qui les encourage, qui les conseille, et avec qui ils peuvent échanger en fait sur la calisthénie, tout simplement. Et je pense que ces personnes-là sont celles qui sont le plus présentes lorsque je fais mes lives, du coup, avec mes élèves de façon hebdomadaire. Mes élèves qui sont toutes les semaines ici, je pense que c'est ces mecs-là qui ont peut-être le plus de besoin d'être en contact avec d'autres personnes qui font ce sport-là. Voilà. Mais c'est pas évident. Pas évident. Voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément de lieu où tu peux. Si, au parc de street workout. Mais si vous n'en avez pas à côté de chez vous, c'est toujours un peu plus compliqué. La salle de sport, bon, tu fais de la muscu, tu vas à la muscu, tu peux vite parler avec des go muscu. Tu fais de la piscine, tu fais de la natation, tu vas à la piscine, tu peux vite discuter avec des gens qui font de la natation. Voilà. Puis il y a des clubs, c'est encadré. La natation, c'est un super exemple en fait. Il y a des piscines partout, il y a des coachs partout, il y a des équipes partout, il y a des compétitions partout, il y a des clubs partout. Voilà. En calisthénie, on n'a pas encore ça. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est ça aussi qui fait, j'ai l'impression, la beauté de la calisthénie, c'est que tu peux commencer là tout seul ou toute seule, maintenant, chez toi là. Tu lances un tuto, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, L-sit, handstand, ok, front lever, muscle up, ok, je peux me lancer maintenant. Avec le minimum d'équipement. Ou alors avec un parc de street workout. Et c'est quand même ça qui est beau. C'est quand même ça qui est beau. Voilà. Donc, si vous tenez plus d'un an avec toutes les problématiques que je vous ai citées, le fait que il n'y a pas d'engagement avec un club,
comme dans les autres sports, le fait que la stagnation peut arriver très très vite, le fait qu'on peut se blesser, le fait qu'on se sent seul. Si vous tenez quand même plus d'un an et demi, plus de 2 ans, alors qu'on a ces problématiques-là, c'est que je pense que vous faites ce sport-là pour les bonnes raisons. Donc bienvenue au club, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que vous écoutez cet épisode de podcast, hein, j'ai envie de dire. C'est parce que vous faites partie de ces gens-là qui le font pour les bonnes raisons. Et pas justement pour les mauvaises raisons qui seraient de juste de performer le plus vite possible, etc. Enfin bref, voilà, je vais vous en parler dans cet épisode. Je vais vous en parler. Ok. Donc voilà un petit peu pourquoi les pratiquants en général abandonnent ce sport. C'est trop... j'allais sortir un mot, ça se trouve qui va pas du tout avec le concept. C'est un peu trop volatile. C'est-à-dire que rien ne t'empêche demain de pas aller t'entraîner. Voilà. Tu peux vite stagner, tu peux vite te blesser sans avoir de retour de professionnel, d'un camarade, d'une équipe. En fait, ça peut vite être chiant. Je vous le dis. Voilà. Et quand t'en fais depuis plus de 6 mois, 1 an, 2 ans et que t'aimes encore ce sport malgré ces problématiques-là, qui sont peut-être pas des problématiques pour toi. Parce que justement, toi t'aimes bien la solitude. La stagnation, ça reste quand même une problématique, mais tu trouves quand même des solutions. Ça veut dire que tu fais ce sport pour les bonnes raisons. Et des bonnes raisons qui seraient justement que tu te vois faire ce sport sur le long terme. Comme moi, j'ai envie de dire, hein, je vais beaucoup te parler de mon expérience justement dans cet épisode-là. Parce que les gars, moi ça fait 12 ans en fait. Ça fait 12 ans que je fais ce sport. Alors oui, ça a été compliqué. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des pauses. Oui, il y a eu des moments de solitude. Il y a eu de la stagnation. Voilà. Alors là, c'est sûr que je fais pas partie des mecs qui ont eu leur full planche en 1 an. Alors ça, c'est clair. Voilà. Je fais pas partie du club. Je suis à mon prime le plus vite possible. Voilà. Même si certains, pour répondre à un commentaire d'ailleurs sur YouTube, qui m'a dit que... j'ai envie de vous le sortir. Hein. Comme quoi, en fait, j'ai été très très fort très très vite. Que j'ai eu en 2 ans une Victoriane, une full planche, machin. Regardez mes putains de vidéos, les mecs. Regardez mes vidéos. Il n'y avait rien qui était validé. Et c'est la réalité des choses. Il n'y a rien qui était validé. Voilà. Et pourtant, je fais encore ce sport. J'aurais pu être frustré, dire j'arrive pas. J'arrive pas. Bon j'abandonne. Et pourtant, je suis encore là. Voilà. Et est-ce que vous pensez que je suis encore là parce que je suis un des plus forts? Non. Est-ce que vous pensez que je suis encore là parce que je sais pas, je fais plein de vues sur YouTube et Instagram et du coup c'est ça qui motive? Non. C'est plus profond que ça. Ok. Et on va en parler. Je bois juste un petit coup. Justement la question que vous allez vous poser, que vous allez me poser. Ok Matt, toi ça fait 12 ans que t'en fais. Peut-être que tu vas en faire 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai envie de vous répondre oui, sûrement. Et du coup, vous allez me demander, et Matt, comment tu fais pour continuer ce sport du coup? Comment continuer ce sport pendant plus de 5 ans, plus de 10 ans, ou encore plus que ça en fait? 15 ans, 20 ans. Vu que ce sport est encore assez jeune, c'est vrai qu'il y a très peu de pratiquants de ce sport qui pratiquent encore. Voilà, comme je vous ai dit, franchement, sans vous mentir, 99,5% des pratiquants qui ont commencé à aller de 2010 à 2024 là ont déjà arrêté. Voilà. Ont déjà arrêté. C'est quand même malheureux parce que ce sport là est quand même génial. Ok. Premier point pour continuer ce sport éternellement et devenir un papy ou une mamie super fort, super forte. Déjà, je vais revenir sur votre vision à long terme. En gros, la question qu'il faut se poser, et moi je me la suis posée peut-être un petit peu tard, mais il n'y a peut-être pas forcément de moment pour se la poser, mais plus vous la posez tôt, plus vous allez continuer ce sport le plus longtemps possible, c'est est-ce que la calisthénie peut m'aider à être la personne que je veux être? Voilà. Je suis sûr que vous avez une vision de vous dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Ou alors une vision de vous que vous ne voulez pas être. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être... quand je rentre du taf le soir, j'ouvre ma bière, je suis sur mon canapé, et j'ai mon gros bide à bière, et puis je bouge pas, et puis j'ai mal au dos. Et en fait, quand je vais sur Instagram, je vois tout le monde, les gens que je suis faire du sport, et moi j'ai déjà abandonné. J'ai pas envie d'être ce mec-là. Ok.
Et bah j'espère que ça va te motiver justement pour continuer. Ok. Moi les gars, je vous donne ma vision. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Moi ma vision là, dans les 10 ans, parce que là du coup je vais avoir 27 ans dans 6 mois. J'ai 26 ans et demi. Je pense dans 10 ans quand j'aurai 36, 37 ans, moi je veux être, et je vous le dis, hein, je veux être le papa en forme, avec un corps athlétique. J'ai pas envie de dire musclé, parce que souvent on va dire ah du coup tu vas être le papa vraiment musclé, baraqué. Non je m'en fous. C'est pour moi les muscles c'est une conséquence un peu de la calisthénie que j'apprécie beaucoup. Hein. Vraiment, je suis pas en train de dire que je m'en fous totalement, mais je veux dire que là si je prends pas plus de muscles, oui je m'en fous. Je me sens très très bien comme ça. Voilà. Mais voilà, je veux être le papa musclé, du coup, en forme, qui fait des figures. Voilà. Quand je vais aller chercher mes gamins à l'école, les gens vont me voir comme le mec qui fait des figures. Oui, ça fait partie de mon identité. Alors, certains vont peut-être me voir comme un clown. Ah, c'est lui qui s'accroche à la barre. Peut-être. Et les bonnes personnes vont se dire que c'est stylé. Et j'ai envie qu'on me voit comme ça. Ça fait partie de mon identité. Ok ? C'est mon identité d'être le papa super en forme, qui prône les valeurs de ce sport, qui fait ce sport le plus longtemps possible. Et pourquoi pas qu'il l'enseigne aux plus jeunes. Voilà. Comme je l'enseigne actuellement justement avec mes élèves. Ça c'est vraiment c'est ma vision de moi dans les 10 prochaines années. Voilà. Et peut-être que voilà, dans les 30-40 prochaines années, je me vois un peu comme Alain Gustave. Un de trois, je vous en avais parlé dans l'épisode 36 justement du Calivolution. Il a 80 ans, il fait encore ce sport-là. Alors oui, il n'a pas les performances qu'il aurait pu avoir 40 ans avant. Mais comme il le dit dans une interview avec Major Mouvement, il se sent plus en forme que quand il avait 40, 50 ou 60 ans aujourd'hui, alors qu'il a 80 ou 75, je sais plus, ou 80. Je veux être ce mec-là. Je veux être Alain Gustave plus tard. Je veux avoir mon chalet en montagne avec des barres de traction, des anneaux, des barres de dips. Et il y a des gens qui viendront s'entraîner chez moi. Il y a des petits jeunes qui vont commencer la calisthénie dans 40 ans et qui vont venir s'entraîner chez moi. Et je vais être ce mec-là. Ok ? Et je vais être Rocky dans Creed. Non, pas autant. En fait, je serai pas là non plus pour former des champions et tout. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment, voilà, comme je disais, prôner les valeurs de ce sport et le propager, le faire développer, le faire évoluer aussi. Voilà. Et je veux être cette personne-là. Okay ? Je vous demande pas d'être cette personne-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et peut-être que vous dites, ah, c'est vrai que moi j'ai envie d'être le mec. J'ai envie que ma famille dans 5 ans me regarde en mode putain, c'est quand même stylé ce qu'il fait avec son corps. Et j'ai envie d'être le mec ou la meuf qui mince, je cherche le mot. Aïe aïe. Qui donne envie, qui donne l'exemple, qui inspire. Vous voyez ? Moi j'ai envie que les gens ou votre famille ou les gens qui bossent avec vous, les gens de votre entourage, vous disent ah tu m'inspires, c'est bien ce que tu fais, ah c'est bien, ah c'est stylé ce que tu fais, ah c'est différent des autres, j'aime bien. Vous voyez ? Moi j'ai envie que les gens vous parlent comme ça. Parce que vous le méritez, parce que vous faites de la calisthénie, parce que c'est bon pour votre santé. Ok ? Donc votre vision de vous sur le moyen long terme est super importante dans ce sport-là. Parce que si t'es, désolé des termes, mais si t'es juste un gamin qui veut devenir le plus fort du monde le plus vite possible, tu vas arrêter le plus vite possible aussi. Parce que tu vas te prendre une grosse claque de la réalité. Toi t'as une illusion de ah ouais putain je vais être Ilyes en 3 ans. Ok, tu vas être Ilyes en 3 ans. Du coup pas forcément Ilyes mais quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être être fort, mais en fait tu vas avoir trop de problématiques. Peut-être que tu seras pas aussi fort que tu l'auras prédit, que tu l'aurais prédit. Et du coup hop, grosse perte de motivation. Pourquoi ? Parce que tu le fais pas forcément pour les bonnes raisons. Ok ? Genre vraiment, je pense que être champion, être vraiment fort, ok, ça se choisit. Mais c'est pas un truc que t'as au début en mode ok, je commence ce sport, je vais être le meilleur du monde. Tu peux te prendre des grosses claques dans la gueule. Pourquoi ? Parce que t'as trop d'attentes. T'as beaucoup trop d'attentes.
Et en fait, tu sais très bien que t'as 99,9% de chance que tu n'aies pas ce que tu veux. Donc tu vas arrêter. Donc pour moi, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Et je dis pas qu'on ne fait pas ce sport-là pour pas être fort. Non, moi aussi j'ai envie d'être plus fort. J'ai envie que dans 10 ans, je sois encore plus fort que... Ouais, dans 5 ans, dans 10 ans. À voir. Parce qu'après, voilà, il y aura une vie de famille, il y aura tout ça, quoi. Mais ouais, pourquoi pas, dans 10 ans, être plus fort que maintenant. En vrai, j'avoue. Oui, c'est ça que je veux. Dans 10 ans, je vais être encore plus fort que maintenant. Et après, peut-être que mes perfs vont diminuer. Mais je m'en fous, en fait. Pourquoi ? Parce que je fais pas forcément ça que pour ça. Forcément, plus t'es fort, plus t'as envie de t'entraîner, t'es content, etc. Après, plus t'es fort, plus tu stagnes, dès que tu stagnes, tu pètes un câble. Parce qu'en fait, t'as bossé des années pour qu'un jour, en fait, soit tu te blesses ou soit tu comprends pas ce qui se passe, t'as plus d'énergie, t'arrives plus à forcer. Voilà. Donc ne faites pas ça que pour cette illusion de devenir le champion du monde, que les gens vous demandez des photos, des autographes, vous bandez sur des trucs qui n'en valent pas trop la peine. Genre vraiment. Est-ce que vous pensez vraiment que les champions actuels, les plus forts dans ce sport, en street, se sont réveillés un jour à dire tiens, je vais commencer la calisthénie et je vais devenir le plus fort possible? Non. Déjà, je pense qu'ils étaient plus dans le moment présent à tester des figures. Ah putain, c'est trop cool, j'aime les sensations que ça me procure. Et ensuite, ils ont vu qu'ils étaient forts. Ah, mais tiens, pourquoi pas? Et après 5 ans, 10 ans après, ah putain, je suis vraiment fort, en fait, je peux être le plus fort du monde. Vous voyez, cette vision, elle évolue avec le temps. Ok. La deuxième chose, ce qui revient un petit peu à la première, je pense c'est la passion pour ce sport. Alors quand je dis passionné, c'est pas non plus vous bouffez calisthénie, vous dormez calisthénie, vous baisez calisthénie. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ok. Moi c'est un peu le cas parce que j'en ai fait mon métier. Voilà. Mais quand je suis avec mes potes, je parle pas de street. Vous voyez. Bien sûr, dans le cadre du taf et de l'entraînement, je peux regarder des vidéos de street workout, etc. Par contre, le soir, je préfère me mater un film que de regarder des vlogs de Livan. Mais clairement. Ah oui, je regarde des vlogs de Livan, peut-être plus juste avant l'entraînement pour me motiver. Mais je suis pas un matrixé du street, hein. Vraiment pas. Mais oui, je suis passionné. Je suis passionné, mais pas matrixé. Ok. Je suis quand même piqué par ce sport-là. Pourquoi ? Parce que je me vois encore en faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc oui, je suis passionné. Mais passionné ne veut pas dire que vous donnez 100% de votre énergie dedans. Ok ? Ça se trouve, vous êtes passionné de football. Vos darons, ils sont passionnés de foot. Ils regardent les matchs. Des fois, ils vont au stade. Vous leur offrirez un maillot de Mbappé à Noël, ils sont contents. Voilà. Est-ce qu'ils vivent le foot ? Non, ils sont passionnés. Ils adorent le foot. Et pourtant, ils jouent même pas, souvent. Ils jouent même pas. Ils en parlent pas non plus tout le temps. Ok ? Et pourtant, ils sont passionnés. Voilà. Donc si tu aimes ce que tu fais, déjà je parle vraiment de l'entraînement, je parle des figures que tu fais, etc. T'as plus de chances de continuer ce sport. Et en plus de ça, si tu aimes l'univers de la calisthénie, du street workout, là t'as peut-être encore plus de chances de durer dans le temps. Okay. Quand je parle de l'univers de la calisthénie, c'est justement les championnats, c'est les événements, c'est se déplacer justement dans des rassos pour discuter peut-être avec d'autres pratiquants, s'entraîner en groupe. Vous voyez, quand je parle de l'univers, justement, si vous écoutez ce podcast-là, c'est que vous faites partie de l'écosystème de l'univers de la calisthénie. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que des gens qui n'écoutent pas mes podcasts ou qui ne regardent pas de vidéos YouTube de ce sport-là vont pas durer dans le temps. J'en connais un. Et j'en ai un en tête là. Je pense qu'il a commencé environ en même temps que moi. Il regarde jamais de vidéos YouTube. Voilà. Par contre, il va dans les événements. Il a créé une association. Vous voyez ? Il a fait quand même pas mal de choses pour la calisthénie. Mais c'est pas un matrixie qui va dire tiens, je vais regarder toutes les vidéos. Ma planche elle a un problème. Non. Alors, lui il sait qu'il sera pas champion du monde et il veut pas être champion du monde et voilà, comme moi quoi. Ok ? Pour moi, être passionné, c'est ce qui va vous emmener un petit peu plus loin dans ce sport. Ok ? Et quand t'es passionné par un truc, t'as pas envie de tout lâcher d'un seul coup comme ça. Tu vois ? Tu vois un passionné de foot, il arrête pas d'un seul coup. Ah c'est bon, je regarde plus le foot, ça me saoule. Mais non, même s'il regarde plus tous les matchs, t'inquiète pas sur son téléphone.
il va regarder les infos en fait de ce sport-là, du foot. Vous voyez. La troisième chose, d'ailleurs j'en ai parlé juste avant, j'avais oublié. La troisième chose, justement, ne misez pas tout sur la performance. Mais je vais développer un petit peu. Ok. Parce que là je vous ai dit justement, si vous êtes dans l'illusion d'être le plus fort possible, le plus vite possible, vous allez vous prendre une grosse claque dans la gueule. Vraiment une grosse claque dans la gueule. Et je pense que les plus forts du monde dans cette discipline vous le diront. Demandez à Onizuka, demandez à Elias, demandez à Livan, demandez à des mecs comme ça. Je peux vous dire que eux, ils sont quand même vachement détachés à un moment de la performance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessures, il y a des stagnations, et pourtant ils sont encore là. Voilà. Donc à mon avis, eux, ils savent de quoi je parle. Parce qu'à mon avis, ils ont vu beaucoup de gens comme eux qui ont progressé énormément comme eux, qui ont arrêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre guillemets, l'échec, les obstacles étaient trop durs à supporter. Eux, ils ont supporté ça. Vous voyez ? Donc ne misez pas tous sur la performance. Ça te bouffera. On peut croire que justement, ce sont les plus forts dans ce sport qui vont en faire le plus longtemps. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Parce que la performance, ça peut vraiment vous bouffer. Je progresse énormément, très très vite, et d'un seul coup, bam, une claque dans la gueule. Ah, ça peut être très dur. Et des noms, j'en ai plein en tête. Parce que là, vous pensez qu'en fait, dans le street, il y a eu que les OTZ en fait. Que les OTZ, les NS, et qu'en fait, il y a eu toujours eux de plus forts, et qu'ils en feront toute leur vie. Je peux vous dire qu'il y avait des mecs tout aussi forts, vraiment tout aussi forts à l'époque, alors qui avaient le niveau de l'époque, pas le niveau de maintenant, mais qui étaient très très forts à l'époque, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, et qui ont complètement arrêté ce sport-là. Ou qui en font juste un petit peu de temps en temps, mais qui ne sont pas forcément, restés à performer. Okay, mais il y en a plein qui ont arrêté. Qui ont abandonné, c'était trop dur pour eux. Voilà. Et justement, c'est Lucas qui me disait ça, il me disait que justement, les athlètes de haut niveau, il avait entendu un athlète de haut niveau dire ça, qu'en fait, ta relation avec ton sport quand tu es athlète de haut niveau, elle est très spéciale. Et en fait, c'est limite le jour où ils arrêtent la compétition, les athlètes de niveau, ils arrêtent complètement le sport. Et je pense qu'il y a énormément d'exemples comme ça de sportifs de haut niveau qui, à leur dernier championnat du monde, championnat de France, Jeux Olympiques, ont complètement arrêté ou sont même allés faire un autre sport. Mais complètement abandonné. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une relation toxique à la performance. Ils étaient là pour ça. Des fois, tu peux ne pas aimer un sport, mais vu que tu es bon là-dedans, tu vas au bout. Tu vas au bout des choses. Tu dis, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà. Est-ce que vous voulez de cette relation avec votre sport ? Ou là, vous voulez une relation saine et un sport qui vous accompagne sur le long terme, qui vous accompagne justement pour vous construire. Vous voyez ? C'est pas la même chose. Et je dis pas qu'il faut pas performer. Performer, c'est trop bien. Progresser, c'est trop bien. Justement, ça permet aussi de vous faire tenir dans ce sport-là. C'est la progression, bien sûr. C'est la progression. Même si elle est lente. Moi, les mecs, ça fait 12 ans que je fais ce sport. Il y en a plein, ils m'ont dit, putain, en 12 ans, avoir que ça comme niveau. Ouais, mais tu vois, je suis encore là. Et je suis encore plus fort que toutes les années d'avant. Donc de quoi tu me parles ? Tu vois, je progresse. Ouais, mais tu progresses trop lentement, machin. Oui, mais je suis là aujourd'hui. Tu me rappelles dans 12 ans si t'es encore là. Ok ? Voilà, c'était la troisième chose. Ne misez pas tout cela sur la performance, les mecs. Ok, c'est cool. Mais l'univers de la calisthénie est bien plus grand que juste votre propre performance. Ok ? Le jour où vous arrivez à pratiquer sans vous dire ah putain, faut absolument que je progresse sur ce move, faut absolument que je débloque ça, bah là c'est bon, vous allez en faire toute votre vie. Vous allez comprendre ce que c'est. Ok ? Quatrième chose, et ça c'est mon domaine les mecs, ça c'est mon dada. Faites des compétitions. En vrai, faites des compétitions.
Attends, mais Matt, je comprends pas. Tu nous dis la performance, c'est de la merde. Non, j'ai pas dit ça déjà. Ok. J'ai dit ne misez pas tout là-dessus. Et là, tu nous dis de faire de la compète. Oui, la compète, c'est super. Justement, je vous en parlais au tout début. Pourquoi les gens arrêtent? Parce qu'il n'y a pas d'échéance. Il n'y a rien. Il n'y a rien au bout. Bah, je fais de la calisthénie, mais il n'y a rien au bout. Ayez des échéances. Ayez des objectifs. Oui, des objectifs de débloquer des figures. Ok. Mais sinon, des objectifs dans le réel, des vraies échéances avec des vrais. Je cherche. Enfin, des vrais événements, quoi. Comme des vraies compétitions. Alors, oui, je sais, il n'y a pas beaucoup de compétitions dans notre sport. Vraiment, ça me sort par les oreilles. Parce que j'aimerais tellement qu'il y en ait plus. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus. Enfin, si, en vrai, je comprends. J'en ai fait tout un épisode d'ailleurs, je crois, là-dessus. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de compétition et que la compétition soit plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, on démarre ce sport-là et en fait, on est au courant de rien. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de compétitions. Et les compétitions sont élitistes. Et c'est vrai, les compétitions sont élitistes aujourd'hui. T'as une semi-planche, un L-sit, un handstand, un front et un back lever. Je connais que 2 compétitions que tu peux faire en France. Les régionales et la GABT à Morlaix, en Bretagne. Tous les étés. Il n'y a pas d'autres compètes. C'est... Alors pourquoi vous allez me dire, ah mais la fédération... Bah oui, mais il n'y a pas de fédération. Enfin si, il y a une fédération. J'en fais partie actuellement. Mais bref, c'est pas... C'est les prémices d'un projet. Pour une fédération, il faut quoi? Il faut des associations. Je vous ai dit, il n'y a pas assez d'associations. Si vous voulez une association, allez à Toulouse. Ou allez à Morlaix en Bretagne. Voilà, j'en connais pas d'autres. En ce moment, je connais pas d'autres. Désolé de le dire. Ah si, il y en a sûrement d'autres, mais je veux dire que aussi conséquentes, avec des dizaines et des dizaines de pratiquants, avec des compétitions en interne, etc. Voilà, j'en connais pas beaucoup. Et c'est ça qui manque, ok? Mais si vous avez l'occasion de faire des compétitions, faites-en. Ok? Parce que justement, ce qui va vous faire tenir dans ce sport-là, c'est déjà d'une, du coup, c'est d'avoir des échéances. Et c'est avoir aussi une pratique qui est différente. Parce que oui, préparer une compétition, c'est avoir des entraînements qui changent complètement de ce que vous avez l'habitude de faire pour débloquer telle ou telle figure. C'est pas la même chose. Vous voyez? C'est-à-dire que, je sais pas... J'essaie de trouver un autre exemple. J'en trouve pas. Enfin si, l'exemple, je sais pas, du skateboard. Vous avez le skateboard en mode, vous apprenez des figures une par une. Ou vous voulez faire tel... j'appelle ça combo, je sais pas comment on appelle ça, mais genre tel truc. Mais ouais, ok, préparer une compétition, c'est quoi? C'est faire beaucoup plus de figures en un minimum de temps. C'est un vrai show en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En calisthénie, c'est pareil. Donc c'est pour ça la compétition, et je vais vous en parler parce que justement, j'ai de plus en plus d'élèves qui veulent se lancer là-dedans, et moi aussi, j'en fais encore. D'ailleurs, j'ai ma prochaine compétition, enfin, il faut que je sois sélectionné, qui sera en Belgique, c'est la Static Cup au mois d'avril prochain. J'ai encore jusqu'au 31 décembre pour envoyer ma candidature, j'ai trop hâte. Et en fait, vous allez voir que si vous participez à une compétition, enfin si vous préparez une compétition, votre pratique de la calisthénie va être complètement différente. Parce que vous allez devoir du coup répondre à un règlement. Voilà. Et un règlement qui va vous demander justement de faire plusieurs figures en combo, voilà, pendant 45 secondes, x2, en battle. Donc là, c'est pas juste avoir des figures, c'est avoir des combos, puis avoir de l'endurance, puis gérer le stress. Vous voyez? Et en fait, on pourrait dire, oh, ça va. Non, c'est une pratique qui est complètement différente. S'entraîner pour une compétition et débloquer des figures comme peut-être vous le faites actuellement, le front lever, le handstand push-ups, le muscle up, la planche, etc. C'est complètement différent. Et c'est ça qui est cool aussi dans notre pratique de la calisthénie. Elle peut être différente. On n'est pas là non plus à faire du tuck front lever pendant 10 ans. Ok? Non, il y a un moment, on fait autre chose. Voilà. Donc les compètes, c'est trop bien. Moi, je viens de là, hein, les mecs, de base. Hein. Je suis pas un influenceur de TikTok ou d'Instagram. Je le serai jamais, ça m'intéresse pas. Je suis pas un youtubeur. Je suis même pas un coach de base. De base, je suis un compétiteur. Je suis un athlète qui fait des compétitions. Ma base, c'est ça. Oui. Donc voilà, ça c'était pour la 4ème chose.
Et je vais vous montrer des exemples après justement de compétition, comment se préparer une compétition, parce que là, je l'ai fait avec 2 de mes élèves là, gros big up à Théo et Valentin, et ils ont pu voir que c'était complètement différent. Surtout Valentin qui débloquait ses premières figures, et on a dû préparer la compétition avec entre guillemets le peu de figures qu'il avait, donc déjà préparer des combos, puis essayer de travailler un petit peu l'endurance avant sa compétition. Il a pu voir de ses propres yeux que c'était complètement différent. Enfin bref. La 5e chose qui peut vraiment vous aider à continuer ce sport pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est de se faire accompagner régulièrement. Alors, je ne dis pas d'avoir un coach perso pendant des années, voilà, parce que je pense que ce sport-là reste quand même assez individuel, voilà, un peu comme la musculation. Mais je pense que se faire coacher, se faire accompagner par un coach, de temps en temps, mais quand même régulièrement, c'est-à-dire, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, tu fais 2 mois, 3 mois, 4 mois, quoique 2 mois c'est un peu short, allez, 3 mois, 4 mois, 6 mois avec un coach tous les ans ou tous les 2 ans, je pense vraiment justement que ça peut t'aider à mieux comprendre l'entraînement, à reprogresser suite à une stagnation, à éviter de se blesser, à ne pas ressentir cette solitude. En fait, ça apporte énormément de choses. Oui. Bon, bien sûr, si vous avez, je sais pas, une association avec un coach dans cette association, là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok ? Mais on n'a pas ça. Enfin, c'est encore mieux. C'est juste différent en fait. C'est pas mieux. Voilà. Donc, se faire accompagner régulièrement, comme moi je le fais avec mes élèves. Peut-être que vous aussi, vous avez un coach. Peut-être que vous n'en avez pas encore. Et peut-être que vous allez un jour travailler avec moi, par exemple. Alors, je dis pas forcément maintenant. Mais peut-être qu'un jour, vous allez dire, tiens, c'est vrai, il avait raison. Là, j'ai écouté son podcast il y a 1 an. Il disait que se faire accompagner, ça peut peut-être rebooster un petit peu du coup ma progression et même ma passion pour ce sport-là. Tiens, je me lance. Voilà. Et je dis pas que je vais vous accompagner toute votre vie. L'objectif, c'est pas ça. C'est que je vous enseigne quand même la calisthénie pour que vous puissiez vous entraîner tout seul. Sauf que je sais pas, dans 1, 2, 3 ans, vous allez avoir des nouvelles problématiques, une petite baisse de motivation. Et ça sera à ce moment-là, faudra potentiellement s'engager avec un coach, s'engager avec une association sportive, une association de calisthénie. Vous voyez ? Donc si vous faites partie de ces gens-là actuellement, vous pouvez toujours justement m'envoyer un message sur Instagram ou réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste dans la bio justement. Où il y a mon agenda et vous pouvez réserver un appel avec moi. Et même si on ne travaille pas maintenant ensemble, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin, au moins on pourra discuter de tout ça et potentiellement dans les mois à venir, on travaillera ensemble. Ok ? Donc voilà les mecs, j'ai beaucoup parlé, mais c'était très important de vous parler de ça, parce que vraiment j'y pensais l'autre jour, j'étais en mode mais tout le monde arrête. Les gens ne font pas pour les bonnes raisons ou quoi ? Ou juste ils abandonnent parce que c'est trop dur, parce que moi j'ai envie de les aider. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce podcast là aussi. Peut-être que quand vous écoutez ce podcast, vous êtes en mode ok, je fais partie d'un mouvement. Et Matt, il est là toutes les semaines pour m'apprendre des choses sur la calisthénie, comme le fameux épisode sur le front lever. Allez l'écouter, où je raconte toute l'histoire du front lever. D'ailleurs, je suis en train en ce moment de le mettre en vidéo. Voilà. Donc j'ai pris pas mal d'extraits. La vidéo va durer, je crois, 25 minutes. Et je suis en train d'illustrer tout ça pour la mettre sur YouTube. Ça va être une dinguerie. Parce que c'est l'épisode qui a fait le plus de vues, clairement. 700 vues sur YouTube. Enfin, 700 écoutes. Parce que c'est pas vues, c'est écoutes sur YouTube. Et presque 500 sur Spotify. Ça fait quand même 1200 écoutes sur un podcast d'1h40. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, ouais. Donc voilà, je vous parle de ça. Je vous donne des conseils tout le temps. Souvent on me dit Matt, t'aurais pas des conseils ? Écoute mes podcasts. J'ai 45 épisodes de podcast, j'ai tout dit. J'ai tout dit et je vais encore tout dire. Je vais répéter pendant encore 20 ans, en fait. Donc j'ai tout dedans. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Merde, je me suis paumé. Mais oui, enfin bref, si vous écoutez les podcasts, c'est que justement vous faites... Je me suis paumé, je sais plus ce que je disais. Je sais plus du tout ce que je disais, je suis désolé les mecs. Bref. On passe à la prochaine rubrique. Ma vie à Bali en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. Je bois juste un petit coup et puis on est parti. J'ai quelques anecdotes très croustillantes. Bon, peut-être pas autant que le rat dans la chambre à 3h du mat qui m'a réveillé.
pour les gens qui ont la rêve, qui écoutent tous les épisodes. Mais non, j'ai autre chose. Comme par exemple un alligator dans mon lit. Non, le mec est toujours plus. Une météorite tombée dans ma piscine en pleine nuit. Non, on a des noix de coco qui tombent. En fait, on a un cocotier du coup dans notre jardin. Mais le jardin est entouré d'une piscine. Enfin, je sais un peu. Je sais pas quel architecte a fait ça, mais c'est un peu mal foutu. Et en fait, il y a des noix de coco qui tombent parce que là, elles sont bien mûres. Donc, t'as pas intérêt d'être en dessous. Et l'autre jour, ça m'a fait trop peur. Enfin, bref, j'étais en train de bosser et je vois qu'ils tombent comme ça. L'autre jour, il y en a une qui tombe dans la piscine. Donc, en fait, t'as une chance sur deux de te prendre une noix de coco sur la fif, quoi. Et on peut les bouffer. Les gens qui s'occupent des villas, parce qu'il y a quelques villas justement, ils nous ont dit si vous voulez qu'on les récupère là-haut, vous pouvez les boire directement. Mais bon, moi, je suis pas très noix de coco, j'aime pas trop ça. Enfin, l'eau de coco, je suis pas fan de ça. Et d'ailleurs, je suis pas fan de la bouffe en général ici. J'espère qu'ils m'ont pas entendu. Ouais, non, la bouffe est pas ouf. La bouffe est pas ouf. Ça commence à me manquer. Des fois, là, le soir, je suis en train de bosser, je suis sur mon PC et je me dis, putain, là. En fait, à cette heure-là, là, en France, des fois, je prenais la bagnole, j'allais au Leclerc, je m'achetais des chips miel moutarde, les Bretz, là. J'achetais des petites olives. J'achetais de la tapenade d'olive noire. J'achetais du saucisson au comté. J'achetais du jambon de Bayonne. J'achetais une bonne baguette de pain bien fraîche. J'achetais du Saint-Mond des Alpes ou un Saint-Nectaire fermier. Et là, je m'en mettais plein la fif en fait. Je m'en mettais plein la fif. Et là, je vous cache pas que ce petit truc là me manque un peu. Genre, en fait, j'aimais bien cette petite routine. Alors, je le faisais une fois par semaine. Et comme ça, il me restait un petit peu de la bouffe comme ça pour quelques jours. Parce que je mangeais pas non plus que ça tout le temps. Mais j'aimais bien en fait me faire mon petit plateau apéro comme ça, une fois par semaine ou deux, tu vois. Et ça, c'est un petit truc qui manque. J'avoue. Même dans les restos, c'est pas si ouf. Alors, hier, on s'est fait un resto, c'était plutôt pas mal. J'ai pris des ribs de porc, bien marinés et tout, sauce barbecue. Et c'est vrai qu'ils étaient bons. Ils étaient bons, mais c'est rare. C'est rare d'avoir une bonne viande. Les quantités sont minimes. Alors, tu demandes des frites, je peux te dire, en fait, c'est pas les frites en Belgique ou à Dunkerque. Là, en fait, t'as l'impression qu'ils ont des micro-estomacs. Et c'est le cas, hein. Les gens ici sont plutôt petits. Donc moi, je me sens grand ici, je suis content. Au bout de mes 1m68, je suis en mode putain, je suis imposant ici, la vache. Parce que ouais, les Indonésiens sont petits. Après, voilà, leur spécialité, c'est beaucoup de riz, de poulet, de crevettes, ce genre de choses. Mais quand tu manges ça tous les jours, t'en as un peu marre. Et quand tu veux prendre des petites salades, parce que moi, je suis très salade et tout. D'ailleurs, là, il y a un petit. Vous avez peut-être dû voir ça en story parce que je vais faire la story justement là juste après. Donc je l'ai déjà posté normalement alors que vous écoutez ça. Je vais toujours dans mon petit resto en fait. Là ça fait une semaine, je vais dans mon petit resto vers 14h et je me fais ma petite salade César. Voilà. Et c'est très très bon. Mais c'est rare tu vois, j'ai fait plusieurs restos pour trouver leurs spécialités qui sont bonnes. Eux, c'est les salades César, c'est très très bon. La sauce est très très bonne. Il y a du concombre dedans. La salade est très bonne. Il y a un petit fromage qui ressemble à du parmesan. C'est très très bon. Soit c'est du bacon grillé ou soit c'est du poulet un petit peu effiloché. C'est très très bon. Mais tu demandes des salades comme ça dans des warung un petit peu miteux. Enfin, des petits warung d'ici. C'est pas ouf. Et comme je disais hier aussi à Lucas, parce qu'on était quand même dans un bon resto. Voilà. Très romantique, très très romantique. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, Lucas, là, il est un petit peu malade. Mais non mais c'était assez luxueux, on va dire. T'arrives, c'est limite ils te tirent la chaise, ils te mettent la petite serviette sur les genoux. T'as ça en France, tu sais que tu vas bien bouffer et tu sais que la note va être salée. Sauf qu'ici c'est marrant parce qu'il y a un contraste entre le luxe et ce qui se passe dans le resto. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as des câbles qui dépassent. À la radio, t'as du rap. Tu sais, t'as du rap américain. T'es en mode, attends, mais en fait, je suis dans une brasserie française normale, en fait, là. Mais pour eux, c'est le haut standing. C'est trop drôle. Donc, en fait, ils font genre, oui, on prend soin de vous en mode restaurant 4 étoiles, 5 étoiles à Paris. Genre, c'est le Ritz. Par contre, en fait, t'as Travis Scott à la radio, tu vois. Je suis mort. Et puis c'est lent. Oh là là. Alors je sais pas ce qu'ils foutent en cuisine, mais en fait ils font aucune préparation. Et franchement, Philippe Elchebest, il verrait ça, il fait: mais vous avez pas fait vos prépas ou quoi? La salle, si la salle est pleine, là, on fait comment? Parce qu'on regardait ça quand on arrivait à Bali, on n'arrêtait pas de regarder ça le soir avec Lucas. Cauchemar en cuisine là. Mais vraiment, tu remplis leur salle, mais ils sont dans la merde.
Il y a aucune orga. Les Indonésiens ne sont pas organisés. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Enfin, ils sont moins organisés que nous. Il y a peut-être d'autres peuples qui sont encore moins organisés et d'autres plus organisés que nous. Hein. Gros big up à tous les pays nordiques. Mais genre à la fin, ils avaient oublié mon milkshake sur l'addition. En fait, tu sais, j'ai commandé un milkshake. Il commande un... Lucas, il commande un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat. Et il y a un cheesecake qui arrive. Bon, normalement, on n'est pas du genre à casser les couilles, tu vois, mais là, ah ouais, mais tu sais très bien, tu t'as même répété là. Parce qu'ici, ce qu'ils font tout le temps, c'est qu'ils répètent la commande. C'est un truc qu'ils devraient faire plus en France d'ailleurs. Parce qu'en France, quand ils se gourrent, c'est de ta faute. Ah non, vous m'avez dit que c'était ça. Non, j'ai commandé ça. Non. Si. Mais si tu répétais la commande et qu'on te disait oui une nouvelle fois, peut-être que ça rentrerait plus dans ta tête et dans la nôtre. Donc le truc que j'aime bien ici en Indonésie, c'est qu'ils répètent la commande tout le temps au restaurant. Donc je répète votre commande, vous avez pris ça, d'accord? Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc là, le mec nous fait ça. Donc un cheesecake, oui. Un milkshake vanille, oui. Pas un cheesecake, du coup. Un fondant au chocolat, oui. Un milkshake vanille, oui. Et là, hop, t'as le cheesecake qui arrive. Frère, tu m'as fait répéter. Enfin, tu as répété. Donc tu sais très bien. Voilà. Donc il se gourre tout le temps. C'est pas organisé. Niveau restauration, c'est pas ça. Donc oui, en France, on est vraiment bon. Le service à la française, c'est vraiment quelque chose. Vous allez au Bouillon Chartier à Paris. La salle, elle va péter. Voilà, elle est blindée. Et les mecs, c'est organisé. Ils savent exactement où ça va. Et s'il y a une erreur, ça répare très très vite. Ici, s'il y a une erreur, ils font tout le service. Oh la vache, putain. Et en fait, tu restes 3 heures dans des restos pour commander 2-3 asperges, quoi. Mais en fait, c'est tout le temps des trucs comme ça. Alors, normalement, je suis pas très chiant. Enfin, si, je suis vite casse-couille là-dessus, mais. Je suis vite aigri. Genre, quand tu demandes un truc, j'aime bien l'avoir. Ok. Après, j'ai fait de la restauration, je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas forcément facile. Et mais même moi qui est dans le service, voilà, je ne vends pas un produit, je vends un service. Dans mon coaching, je sais qu'on peut faire des erreurs. Donc, je suis bien conscient de ça. Mais quand tu leur dis je veux ça et que c'est pas ça qui arrive, putain, les mecs, et quand t'attends 1000 ans pour avoir une viande normalement c'est 2 minutes de chaque côté. Tu demandes un steak, c'est 2 minutes de chaque côté. Ok, il y a peut-être d'autres plats avant. Ok, bon bah, t'attends 5 minutes max. Les frites normalement elles sont déjà cuites, t'as juste à réchauffer les trucs, enfin à les remettre dans la friteuse. Non, eux t'as l'impression que quand t'arrives, ils vont redécouper des pommes de terre pour toi, les remettre dans la friteuse et reprendre un steak à décongeler. Enfin, j'ai l'impression qu'ils refont tout à chaque fois. Il n'y a aucune préparation de fait. Voilà. Donc si vous êtes dans la restauration, je pense que vous pensez de quoi je parle. Et encore, je suis pas un professionnel. Voilà. Bon, sinon, mis à part ça, on a fait quelques activités. On allait voir une cascade l'autre jour. On a fait du quad. En vrai, c'est plutôt sympa. Parce qu'en fait, t'es dans la jungle et on bombardait avec Lucas. C'était incroyable. Et en fait, on était tout un groupe. Donc il y avait des Chinois, il y avait nous et puis des Allemands, j'en sais rien. Et en fait, ils te font un petit tour, ils se rendent compte de qui bombarde bien, genre ceux qui ont peur de faire du quad, qui n'avancent pas, et ceux qui aiment prendre des risques. Donc moi et Lucas par exemple. Et en fait, comme ça, ils créent 2 groupes. Et en fait, les itinéraires sont un petit peu différents. Donc toi, tu prends les devants et tu prends un itinéraire qui bombarde, et les autres, ils prennent peut-être un autre itinéraire, ou alors ils vont moins vite tout simplement. Voilà. Et nous, en fait, on était avec un frère et une sœur. Donc une nana, je crois ils venaient de Chine. Si mes souvenirs sont bons. Et la nana, elle envoyait du steak. Je lui ai dit, c'est pas la première fois que tu fais du quad. Ah, non. En fait, elle, dès qu'elle voyageait, elle faisait du quad. Elle a fait du quad partout autour du monde. Elle bombardait. Putain, je kiffe trop les meufs comme ça, un peu qui aiment un peu, pas forcément qui aiment la mécanique, mais là vous allez vous foutre de ma gueule. Mais j'aime bien les meufs un peu garçons manqués. Alors, je dis pas des garçons manqués, mais les meufs un peu les meufs qui font de la calisthénie par exemple. Enfin, je dis pas que ça se trouve il y a des meufs qui m'écoutent qui vont dire quoi, moi je suis garçon manqué. Non, vous êtes pas toutes garçons manqués, mais oui, les meufs qui font de la muscu, les meufs qui font de la moto, les meufs comme ça qui sont pas forcément pépettes, c'est un truc que j'aime bien. Enfin bref, et du coup j'ai bien aimé cette meuf là. Bon, j'ai rien tenté les mecs, j'ai rien tenté du tout. Je l'ai à peine parlé. Elle était avec son frère qui bombardait pas mal aussi. Et voilà, le quad c'était très cool. Je sais pas dans quoi je m'enfonce là, mais vous allez prendre mot pour mot ce que je dis. Vous allez, clippez pas.
Ça se trouve en fait c'est mon monteur Loïc qui va clipper ça à ma place. Il va mettre ça sur Insta, il va dire ah tiens Matt. Donc voilà, le quad c'était plutôt cool. Et les entraînements en ce moment les mecs, putain, Ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Là, j'ai revu toute ma prog depuis un peu plus d'un mois. Donc, j'ai fait une prog de 3 semaines. Là, j'en ai redémarré une il y a 2 semaines. Donc, il me reste encore une semaine. Enfin, là, c'est la fin de la semaine. Ensuite, je vais reprendre un autre cycle. Parce que voilà, je me voyais un petit peu stagner. Du moins, j'avais du mal à progresser partout. Alors que là, je me vois vraiment progresser partout. Notamment en front. Où là, clairement, je suis en train d'atteindre mon prime en ce moment. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie. Pour ça, les gars, je vous dis, hein, c'est pas du bullshit. Ça fait 12 ans que je fais ce sport. Il y a 5 ans déjà, ou il y a 4-5 ans, je débloquais déjà mes 8 front lever pull-ups et j'ai jamais réussi à faire plus. Je redescendais, je remontais, je redescendais, je remontais. Il y a quelques mois, j'ai débloqué mes 8 front lever pull-ups, mais en no falls. Donc pas avec un full grip, en no falls, donc ce qui est plus dur. Et là, lundi dernier, j'ai débloqué mes 10 front lever pull-ups. Merci. Donc là, je commence à rentrer dans la cour des grands, même si je pense, pour moi, la cour des grands, c'est le 10 to touch. C'est tu fais 10 front lever pull-ups, puis tu touch, et tu tiens un touch, allez, minimum 3 secondes à la fin, quoi. Ça serait ça vraiment le Graal, et même en front touch, je fais 8 secondes de front lever touch en partant du front lever. Donc je fais front lever pull-up touch 8 secondes, et pas touch direct. Donc là, je pense que je vais commencer à m'amuser un peu et construire quelques combos pour envoyer la vidéo de sélection pour ma prochaine compétition, pour la Static Cup en Belgique. Donc en front, je vais avoir pas mal de choses à montrer. En planche, c'est un peu plus compliqué, même si du coup j'ai bien reprogressé en front lever, en planche push-ups. Les planches press qui sont pas mal en ce moment, mais les planches hold, j'ai toujours du mal. Pourquoi ? Parce que je suis aussi blessé. Donc forcément, j'ai dû travailler un petit peu plus en supination. J'ai dû écarter un petit peu les barres, enfin ouvrir un petit peu les barres. Donc j'ai l'impression de redémarrer à zéro. Et même la planche sur les doigts, ça a toujours été un peu ma bête noire. Mais ça progresse enfin. Voilà, c'est vraiment ma bête noire du moment. Mais ça progresse quand même. Voilà. Vous voyez, même après 12 ans de calisthénie, je retrouve... Enfin, c'est pas que je retrouve, j'ai toujours kiffé, mais il y a des moments où je kiffe encore plus. Il y a des moments où je progresse plus. Voilà, c'est par vague, hein, j'ai envie de dire. Et je kiffe, les mecs. Je kiffe de ouf. Là, j'ai ma séance juste après. Là, je pense dans 20 minutes, quand j'aurai terminé l'épisode de podcast, je publie et puis je me barre à la salle. Et bon, là, c'est pas une séance... elle est pas folle aujourd'hui, parce que ouais, j'ai des séances un peu moins où je m'amuse un peu moins, mais qui sont quand même indispensables pour gagner en force, etc. Donc je me force des fois à les faire un peu, des fois à les finir. Mais bon, j'ai toujours quand même cette démarche de je vais battre mon record de la dernière fois sur tous les exercices. Donc ça me permet de gamifier un petit peu mes entraînements. Donc même si c'est un entraînement que j'aime pas trop, je sais que je vais le faire. Pourquoi ? Parce que je dois faire mieux que la dernière fois. Je dois battre mon record. Vous voyez ? Donc au final, je suis entre guillemets obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller en ce moment. Voilà. Donc je suis en gros kiff. Et au niveau de la vie pro, comme vous savez, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ça fait déjà plus d'un an du coup que ça fait déjà plus d'un an que je me suis mis à mon compte sur le coaching, donc l'accompagnement de coaching. Donc j'ai accompagné plus de 50 élèves, large, parce que actuellement, parce que c'est vraiment une fierté pour moi, j'accompagne 30 élèves. Voilà, je tenais à vous le dire parce que j'ai l'impression de passer un petit peu un gap là dans ma vie pro. Et parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler avec moi. Et il y a de plus en plus aussi de mes élèves qui restent. Et ce dont je suis très très fier, parce que là je viens de raccrocher tout à l'heure avec un de mes élèves, le doyen de mon accompagnement, gros big up à Yvan, qui a 45 ans et qui m'a dit tout à l'heure, tu m'as prouvé que... Enfin, tu m'as fait croire justement qu'à 45 ans on pouvait débloquer son front lever. Et oui, on est en train de débloquer son front lever, on est en train de progresser sur ses tractions pour aller chercher du muscle up, on est en train de progresser sur son handstand. Et bref, j'ai fini un appel avec lui, je l'ai accompagné pendant 4 mois et il repart 6 mois avec moi, les mecs. 6 mois, et c'est pas le seul, parce que 5 de mes élèves depuis début octobre, là, depuis 1 mois et demi, repartent avec moi pour 4 ou 6 mois. Et c'est là que je vois vraiment c'est vraiment là que je vois l'impact. Parce que oui, enfin, en vrai, on va pas se le cacher, la plupart des coachs,
Ils accompagnent leurs élèves pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il y a un gros turnover. Donc oui, ils vont dire oui, j'ai accompagné X athlètes. Oui, ils sont restés 3 semaines avec toi, frère. Je suis pas en train de critiquer, mais c'est juste des vérités. C'est juste des vérités. Moi, je préfère entre guillemets travailler avec le minimum de personnes, mais des personnes qui sont vraiment investies. Donc pas le mec qui veut juste ouais, moi je veux mon front lever en 3 semaines, tu peux me coacher, Matt? Non, non, désolé, c'est pas fait pour toi. Moi je suis là pour du long terme. Je suis là pour vraiment construire. Je suis là pour te faire aimer la calisthénie. J'ai envie qu'elle t'accompagne sur le long terme. Je veux qu'elle t'accompagne dans la vie, la calisthénie. Bien sûr en te faisant débloquer des figures. Bien sûr en te préparant peut-être à des compétitions. Mais si tu veux tout de suite et tu dis ouais, moi je veux faire 1 mois avec toi pour tester. Non, avec moi on teste pas, on s'engage. C'est différent. Voilà. Donc je préfère avoir des élèves qui repartent pendant 6 mois avec moi. J'ai accompagné des élèves comme Tom ou Julien pendant 9 mois, Anthony pendant 6 mois, j'ai Théo, ça fait plus d'1 an que je l'accompagne. David également, plus d'1 an que je l'accompagne. Valentin, ça va faire 10 mois bientôt. Et ça m'a fait quelque chose tout à l'heure. Quand j'ai raccroché avec Yvan, je me suis dit, ça m'a fait des frissons. J'étais en train de finaliser son contrat là, justement, pour... Oui, parce que si vous engagez avec un coach et qu'il n'y a pas de contrat, c'est un petit peu louche. Bref, j'étais en train de finaliser ce contrat et j'ai ressenti un truc. J'écoutais la musique Opus de Eric Schwirtz là, et j'ai eu des frissons. Je me suis dit putain, mais c'est pour ça que je fais ça. Je sais pas, j'ai l'impression que tout s'est aligné. Je me suis dit ok, s'il reste, c'est pas pour rien. Pourquoi il reste avec moi? Et ben, je pense que c'est pour ma vision des choses. Bien sûr, pour la progression, forcément, il progresse. Donc, mais des fois, tu peux progresser et dire, moi j'ai d'autres élèves, ils m'ont dit, écoute Matt, grâce à toi, je progresse très bien. Je pense maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Et allez-y, testez tout seul, justement. Moi, je vous ai appris à vous entraîner. Mais certains sont sur du plus long terme, ont une vision plus long terme, ils disent, Matt, je sais que tu peux m'apporter encore plus. Et là, et puis comme ça, je peux les accompagner sur 6 mois, 9 mois, 1 an, voire plus pour certains. Et c'est ce que j'aime le plus, je pense, dans mon taf. C'est de me dire que putain, Valentin, ça fait 9 mois que je l'accompagne. Théo, ça fait 1 an. Et on a créé une vraie connexion. Je les connais comme aucun coach ne les connaît. Et on avance vraiment dans leur vision des choses. S'ils sont là avec moi depuis aussi longtemps, c'est que justement, ils ont une vision long terme. Ils ont un peu la même vision que moi. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime plus particulièrement en ce moment. Voilà. Et je trouve que là, ces dernières semaines, je pense mes élèves seront les premiers à témoigner. Je trouve que vous allez dire, je parle beaucoup de moi, je me la pète un peu. Ouais, si vous voulez, je m'en fous. Mais je trouve que j'ai une putain d'énergie. En ce moment, j'ai une putain d'énergie. Bon, j'avoue, j'ai pas fait la fête depuis 2 mois. J'ai bu une seule bière. Et je vous avais dit, je vous avais fait un épisode là-dessus, que l'alcool, même si c'est boire un coup de temps en temps ou faire une soirée par semaine, des fois ça cassait mon énergie. Du coup, il fallait revenir. J'avais une bonne énergie que la moitié du temps. Ça peut être des trucs comme ça peut être le fait aussi, je sais pas, de pas être dans le bon environnement, de côtoyer les mauvaises personnes. Ça nous fait prendre en énergie, par exemple. Le fait de mal dormir parce que vous mangez de la merde, parce que vous, en fait, vous êtes sur les écrans jusqu'à 3h du mat le soir, ou vous scrollez 2 heures par jour sur Insta. Là, en ce moment, moi, j'ai pas tout ça. Ah oui, des fois, ça m'arrive de scroller un peu. Hier, par exemple, j'ai scrollé. Voilà. Mais sinon, vu que c'est dans mon tracker d'habitude, du coup, j'ai mis que j'avais failli à ma mission, mais sinon, les autres jours, c'est 1 heure d'Instagram par jour en ce moment. Avant c'était 30 minutes, oui. Là j'ai décalé à 1 heure. Parce que des fois j'ai envie de me faire kiffer et je me fais kiffer à scroller. Mais quand vous scrollez trop, des fois ça vous prend l'énergie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous prendre de l'énergie. Et là en ce moment justement je fais encore plus de sport et je suis encore moins fatigué. Et j'ai une énergie de dingue. Surtout là il y a 2 jours là, il était minuit, je parlais avec Lucas. J'étais en mode putain Lucas, j'ai trop envie de bosser. J'ai bossé jusqu'à 1h30 du mat. J'avais une énergie de dingue. C'est-à-dire que moi il était 1h du mat et je faisais des analyses techniques pour mes élèves. Je préparais le cas d'évolution. Et je faisais de la prospection. C'est le malade mental, tu vois. Mais parce que j'avais une énergie de dingue. Et je dors super bien. Le matin, je suis en forme. Le matin, il n'y a pas d'écran le matin. Je bois de l'eau fraîche. Je prends la lumière du soleil. La chaleur du soleil aussi. Je fais un plouf dans la piscine. Ça, c'est un truc que je fais tous les matins depuis même pas une semaine. Je vais toujours dans la piscine. Ça me réveille vraiment. Et là, j'attaque la journée. Et là, je fais 1 heure ou 2 heures de coaching. Vraiment en deep work focus de malade. J'adore mon énergie. J'aimerais avoir cette énergie-là toute ma fucking année. Donc voilà, je vais essayer de traquer un petit peu ça en ce moment. Et je vous invite aussi à traquer un petit peu les moments où vous avez de l'énergie et les moments où vous avez moins d'énergie.
Mais par exemple, le fait de fréquenter des gens qui sont hauts en énergie, ça peut vous donner quand même pas mal d'énergie. Vous savez, des fois au taf, vous avez des collègues, putain, ils transpirent le seum. Ouais, mais tu sais, c'est dur la vie, et puis le taf, puis j'ai pas envie de bosser, et puis il fait pas beau aujourd'hui, machin. Oh là 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 là, t'es en train de me... Je tombe dans les catacombes de l'énergie basse en fait là. Mais vraiment. Alors que quand t'es avec, je sais pas, une collègue ou un collègue super solaire, oh j'adore ce que tu fais, ah, c'est quoi, c'est de la calisthénie, ouais, c'est super ça. Regarde, moi j'ai fait ça ce week-end avec mes enfants, regarde, on est parti en rando, c'est un truc de ouf, hein. Oh, puis là j'ai trop envie de bosser aujourd'hui. Voilà. Quand vous côtoyez des gens comme ça, bah, ça vous donne de l'énergie. Et c'est un peu ce que j'essaie de transmettre à mes élèves quand je leur fais leur retour technique, leurs analyses techniques directement sur l'ordi en vidéo, quand je fais les lives avec eux une fois par semaine. Et j'essaie de, justement, l'énergie que j'ai, bah, leur donner un petit peu de cette énergie-là, parce que je sais qu'aussi, dans leurs séances, ils vont mieux performer. Et en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde performe dans l'accompagnement. Alors oui, certains, c'est plus difficile que d'autres. Forcément, j'ai envie de te dire, on est humain. Mais je sais pas, en ce moment, il se passe un truc, là. Je vois, ils m'envoient leurs vidéos, ouais, qu'est-ce qui se passe, semaine de dingue et tout. Je vois qu'il y a une énergie de dingue. Et je me dis, peut-être que j'en suis pour quelque chose. Alors bien sûr, je suis pas le maître sensei qui envoie de l'énergie comme ça. Je suis pas Jésus, les mecs, c'est pas ça que je dis. Mais je trouve que ça joue beaucoup, et voilà, je pense que ça se ressent justement dans mon accompagnement coaching. Voilà, pour moi, tout est énergie. Voilà, tu peux avoir la meilleure programmation possible. Si ton coach ne met pas du sien, tu vois, dans les analyses techniques, dans les retours, dans l'amélioration de la prog, etc. Tu as juste fait une programmation, tu fais bah vas-y, ah bah c'est bien, t'as réussi. Non, faut y aller. En fait, on a oublié que le métier de coach était un vrai métier qui demande quand même des compétences. Le métier de coach, c'est pas un mec qui sait faire des programmations, c'est un mec qui est derrière son élève, qui est derrière son athlète. Alors sans pour autant que son athlète fasse les JO plus tard, c'est pas ça. Mais pour que son athlète se dépasse, puisse avancer, puisse se sentir bien avec ce sport-là. Et moi, c'est... Vous voyez, je parlais d'incarnation, de vision de moi à long terme. Et bah justement, moi je me vois là dans les prochains mois, et c'est pour ça que je l'incarne dès maintenant, c'est être le coach qui se donne à 100%, qui a une putain d'énergie. Tu vois. Et pas celui qui râle. Pas celui qui dit ah non, t'as raté là, refais. Ou le mec qui dit rien. Ok, je t'envoie ta prog. Ah c'est bien, t'as progressé, tiens je t'envoie ta prog. J'essaie de mettre encore plus de ça. Plus d'énergie encore. Parce que j'ai envie d'être ce coach là. Je sais pas si vous avez déjà eu des profs de sport comme ça. Moi j'en ai eu un. Il s'appelait Jacques pardon. Gros big up à Jacques. Mais Jacques il avait une énergie de dingue. Et en fait on était en cours de gym, je faisais du street. Il m'a dit mais j'adore ce sport, c'est trop bien, vas-y va faire. Même pour le bac. Putain, mais option bac, option gymnastique. Il m'a dit bon tu dois faire un mouvement de gym sur barre parallèle, mais t'inquiète pas, tu peux placer une ou deux figures de street workout si tu veux. Voilà, donc déjà le mec super cool. Et il était derrière moi, il gueulait des fois, mais il gueulait avec de l'énergie. Ah les mecs, vous faites chier. Non, allez envoyez, bordel. Tu vois, c'est ça un vrai coach. Ça, je suis en train de gueuler dans le micro, je suis désolé les mecs. Ça se trouve, la plupart vous avez quitté cet épisode. Eh Matt, ça fait 1h08 là qu'on t'écoute et t'es en train de gueuler dans le micro. Et ouais, bah c'est mon podcast, je fais ce que je veux, je suis désolé. Donc voilà. Donc voilà, trop content de ces 5 élèves qui ont re-signé chez moi, même si j'aime pas trop ce terme-là, ça fait trop genre clientèle. Non, justement, plus j'irais plus 5 élèves qui se sont réengagés avec moi. Ça, j'aime bien. Voilà. Et je vous parlais de compétition tout à l'heure. Et là, actuellement, les mecs, c'est un truc de ouf. J'ai 6 élèves qui veulent faire de la compétition en 2026 là. Et je trouve ça ouf. Parce que du coup, j'avais commencé avec Théo. Théo, il voulait vraiment faire de la compétition. Je l'ai accompagné du coup à 2 compétitions. Valentin, il pensait jamais faire de la compète parce qu'il était en mode ben, Matt, j'ai commencé en novembre 2024. Je vais jamais faire ma compète 6 mois après. On a fait sa compète 6 mois après. Et là, il m'a dit Matt, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de faire d'autres compètes. Du coup, j'ai d'autres élèves qui ont vu ça qui se sont dit ah, mais moi aussi, je vais faire de la compète. Gros big up à Quentin, à Hugo, j'en oublie certains, qui veulent se lancer dans de la compète quoi. Et le feu est vert pour moi. Alors je sais, plus d'un dirait ouais mais il a pas encore sa straddle planche, son front n'est pas encore tenu. Oui, mais vous savez très bien que je suis un compétiteur de base et ne t'inquiète pas, tu me donnes n'importe quelle figure que tu maîtrises ou que tu maîtrises pas et je te crée des combos avec ça. Voilà.
Valentin, quand il a fait sa compète en août dernier, il venait de débloquer sa straddle planche, qui était pour moi pas validée, mais on s'est fait kiffer, il l'a quand même fait. Et au final, je pense qu'elle a été comptée. Il avait un back lever, un front lever, un muscle up, un V-sit et une semi-planche. Et avec ça, on a pu créer des combos. Voilà. Plus d'un aurait dit ah non, j'ai pas le niveau, Matt. Oh, je vais attendre. Attendre. Non, avec Valentin, on est allé de l'avant, on n'a pas attendu. Bah tiens, il y a une expérience. Une expérience à faire, tiens, on se lance maintenant. Eh oui, mais là, avec cette expérience-là, on a gagné des mois d'expérience, justement. Des mois d'expérience. En une seule expérience comme ça. Je trouve ça ouf. Donc voilà les mecs, pour terminer. Enfin les mecs et les meufs. Je sais qu'il y a des filles qui écoutent cet épisode. Pour terminer, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Père Castor. Raconte-nous une histoire. Père Castor. Non, en vrai, c'est sérieux. J'ai quelque chose à vous dire pour résumer un petit peu cet épisode. La calisthénie, c'est pas juste débloquer des figures. C'est pas juste être le plus fort le plus vite possible. C'est pas juste gagner des compétitions. Ou c'est pas juste poster ses performances sur Instagram pour faire des vues. La calisthénie, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, la calisthénie, c'est incarner la personne qu'on veut être. Voilà. La calisthénie, ça fait partie de notre identité. La calisthénie, c'est une discipline qui doit nous donner de l'énergie. Ça nous donne de l'énergie pour notre quotidien, pour notre travail, pour la vie de famille, etc. La calisthénie, c'est un réel apprentissage. Ça nous apprend quand même la résilience, la régularité, la persévérance. Bref. C'est une discipline qui va t'accompagner tout au long de ta vie. La calisthénie. Ok. C'était Matt. Je vous souhaite un bon training, une bonne journée, une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Ciao!